La première fois, Samuel Bridger mentionna son plan aux hommes rassemblés au poste de traite de Morrison, le rire commença avant qu'il n'ait même fini de parler. Tu veux construire à l'intérieur d'une grotte? John Morrison lui-même posa la boîte de tabac qu'il pesait, son visage buriné se plissant d'amusement. Sam, je te connais depuis 5 ans et tu as toujours été un homme pratique. Qu'est-ce qui t'a pris? Samuel garda sa voix ferme, bien qu'il sentît la chaleur lui monter au cou. Pas n'importe quelle grotte, celle à la courbe de la rivière, vous la connaissez tous. Cette ouverture fait 40 pieds de large si elle en fait 1 pouce, et le plafond est assez haut pour une structure de 2 étages. La rivière passe juste devant l'embouchure. Exactement pourquoi c'est insensé, interrompit William Thatcher, un charpentier qui avait construit la moitié des cabanes dans le territoire. Au dégel du printemps, cette rivière inondera directement votre petite habitation troglodyte. Vous vous réveillerez en nageant, si vous vous réveillez du tout. Le sol de la grotte se trouve à une bonne 12 pieds au-dessus de la marque des Hautes-Eaux, rétorqua Samuel. J'ai vérifié les lignes de débris des crues passées. Je les ai fait tout l'été. Les eaux n'ont jamais atteint plus de 8 pieds jusqu'à l'entrée. Et la fumée? Ceci de Paul Hendress, dont les propres problèmes de cheminée étaient légendaires. La fumée monte, Sam. Tu construis un feu dans une grotte. Tu t'enfumeras comme un castor dans une hutte en feu. La grotte a une ventilation naturelle. Il y a une fissure dans le plafond qui s'étend sur 30 pieds. Je l'ai testé avec de la fumée de torche. Ça tire parfaitement. Morrison secoua lentement la tête. Même si tout cela est vrai, et je ne dis pas que ça l'est, l'hiver dans une grotte, des pierres plus froides que le cœur d'un banquier, Sam. Toi et Mary gèlerez à mort en essayant de chauffer toute cette roche. La pierre retient de la chaleur une fois qu'elle est chaude, dit Samuel doucement, et elle protège du vent mieux que n'importe quel calfeutrage que je pourrais faire. La grotte elle-même est l'abri. Je construis juste une cabane à l'intérieur pour des quartiers d'habitation. Le silence qui suivit fut pire que le rire. C'étaient de bons hommes, des amis même. Mais Samuel pouvait voir la pitié dans leurs yeux. Il pensait qu'il avait perdu la tête, que le désespoir d'une autre récolte ratée avait cassé quelque chose en lui. Seule Mary croyait. Mary Bridger s'était tenue à ses côtés ce soir-là, quand ils avaient découvert la grotte pour la première fois à la fin du printemps, quand ils suivaient la rivière à la recherche de pâturage. L'ouverture était apparue autour d'un coude comme une cathédrale sculptée dans la colline, sa bouche sombre exhalant un air frais qui sentait les minéraux et la terre profonde. « C'est parfait », elle avait murmuré. Et Samuel avait su à ce moment-là qu'il avait épousé exactement la bonne femme. Là où il voyait les avantages pratiques, abri ou isolation naturelle, Mary voyait les possibilités. Elle avait marché sur le sol de la grotte, ses jupes relevées, notant l'épais dépôt de terre que des siècles d'inondations avaient laissé derrière, riche et noir et profond. Elle s'était agenouillée au bord de la rivière, étudiant comment le courant pressait fort contre la rive rocheuse juste à l'embouchure de la grotte. Une roue à eau fonctionnerait d'ici, elle avait dit, traçant le flux avec son doigt. Le courant fort est toute l'année. Nous pourrions alimenter un moulin à grains, une scie, même une pompe pour l'irrigation. Ils avaient exploré chaque pouce de cette grotte au cours des semaines suivantes. La chambre principale était vaste, s'étendant sur 80 pieds dans la colline avant que le plafond ne tombe trop bas pour être utile. Le sol était plat, le plafond de pierre solide, et l'ouverture faisait face au sud-est, positionnée pour capter le soleil du matin, tout en étant protégée des pires ventes du nord. Mais c'est Mary qui avait fait la vraie découverte. En creusant des trous de sondage près du fond de la grotte, elle avait trouvé de la terre de 3 pieds de profondeur par endroits, déposée sur d'innombrables inondations et enrichie par des minéraux s'infiltrant des murs de calcaire. Dans l'environnement abrité de la grotte, protégée des fortes gelées et des vents desséchants, cette terre pouvait faire pousser des cultures bien avant l'hiver. « Ils diront que nous sommes fous », Samuel lui avait dit. Mary avait souri, de la terre sous ses ongles, son esprit pratique déjà en train de planifier.
Laisse-les. Nous serons au chaud et nourris quand les neiges viendront. C'est ce qui compte. Ils commencèrent le travail en juin quand la rivière était basse et que le temps était beau. Samuel avait quelques économies de son travail de charpentier, assez pour des outils et de la quincaillerie, mais pas assez pour du bois de sciage. Cela signifiait abattre leur propre bois dans les bois en amont, faire flotter les billes jusqu'à l'embouchure de la grotte et tout préparer à la main. La première structure fut un simple plan incliné et un cabestan à l'entrée de la grotte. Un investissement nécessaire pour tirer les billes et les pierres de la rivière. Mary travaillait le capstan pendant que Samuel positionnait les charges. Tous deux apprenaient le rythme du travail, comprenant comment lire les signaux l'un de l'autre à travers la distance et le bruit de l'eau qui coule. La fondation d'abord, dit Samuel, suivant la sagesse de construction que son père lui avait enseignée. Tout dépend d'une vraie fondation. Ils posèrent des pierres pendant 6 semaines, maçonnant des roches de rivière, un mur solide qui supporterait le poids de la cabane et la séparerait du sol humide de la grotte. Samuel insista sur la perfection. Chaque pierre sélectionnée pour l'ajustement, chaque joint serré avec du mortier de chaux, que Mary mélangeait selon une recette que sa grand-mère avait connue. La fondation s'éleva à 3 pieds de haut, créant une plateforme rectangulaire de 30 pieds de long et 20 pieds de large, positionnée à 20 pieds en arrière de l'embouchure de la grotte. Les murs furent montés en août, de bons rondins de pin droit entaillés et ajustés avec une précision qui aurait impressionné même William Thatcher. Samuel avait toujours été exigeant quant à son assemblage. Et ici, où la structure devait être solide pour les hivers à venir, il n'autorisa aucun compromis. Mary apprit à entailler les rondins elle-même, travaillant à ses côtés jusqu'à ce que ses mains cloquent, puis se calosent, jusqu'à ce qu'elle puisse viser le long d'une poutre et juger de sa rectitude aussi bien que lui. Ils construisirent les murs de seulement 8 pieds de haut, assez haut pour une hauteur sous plafond confortable, mais assez bas pour conserver la chaleur. Le toit était la partie la plus simple. Des planches brutes recouvertes de bardeaux fendus, inclinées juste assez pour évacuer l'humidité qui pourrait se condenser sur le plafond de la grotte au-dessus. Il n'y avait pas besoin des angles de toit raides qui protégeaient de la neige. La grotte elle-même était leur abri du ciel. La cheminée présenta le plus grand défi. Samuel la construisit en pierre, la faisant monter à travers le toit de la cabane, puis à un angle vers cette fissure naturelle dans le plafond de la grotte que Mary avait repérée. Il y intégra de multiples registres et un arrangement complexe de déflecteurs, créant un système qui pouvait aspirer la fumée tout en recirculant la chaleur dans la cabane. « C'est trop compliqué, dit Mary, le regardant faire encore un ajustement. « Et si ça ne marche pas? »« Alors, nous gèlerons ou suffoquerons, » répondit Samuel joyeusement. « Mieux vaut le faire correctement la première fois. » Il passa 3 jours à tester la cheminée avec de petits feux, ajustant les déflecteurs, modifiant les angles. Finalement, par une fraîche soirée de septembre, il alluma un vrai feu pendant que Mary regardait anxieusement depuis l'embouchure de la grotte. La fumée s'éleva à travers la cheminée, se répandit brièvement sur le toit de la cabane, puis capta le courant ascendant et s'écoula vers la fissure dans le plafond de la grotte, disparaissant dans le conduit de ventilation naturelle. « Ça marche, souffla Mary. « Sam, ça marche vraiment. » La chaleur fut immédiate et surprenante. Les murs de pierre de la cabane absorbèrent la chaleur de la cheminée, la rayonnant dans l'espace. Mais plus que cela, toute la grotte commença à se réchauffer. La pierre massive du plafond et des murs absorbant la chaleur et la retenant, créant une masse thermique qui modérait les fluctuations de température. À l'intérieur de la cabane, avec le feu allumé et la porte fermée, la température se maintint à 68 degrés, même si la nuit de septembre dehors tombait dans les 40 degrés. Et dans la plus grande chambre de la grotte, la température se stabilisa à un confortable 55 degrés. Assez frais pour le stockage, assez chaud pour que rien ne gèle. Pendant que Samuel construisait la cabane,
Mary prépara leur seconde grande innovation, les jardins. Le sol au fond de la grotte était tout ce qu'elle avait espéré. Elle passa des semaines à le déplacer et le tamiser, enlever les roches, y mélanger du matériel composté qu'elle avait transporté de leur ancien camp. Elle construisit des plates-bandes surélevées en utilisant des pierres plates maçonnées ensemble, créant des parcelles rectangulaires nettes qui contiendraient la terre et fourniraient un drainage. Le défi était la lumière. L'embouchure de la grotte laissait entrer beaucoup de soleil le matin, mais il s'estompait à mesure que la lumière se déplaçait vers l'ouest. Mary étudia les motifs obsessionnellement, marquant où le soleil atteignait à différents moments de la journée, calculant les heures de croissance. Les lits les plus proches de l'embouchure de la grotte recevraient 6 heures de lumière directe du soleil, assez pour la plupart des légumes. Les lits plus en arrière devraient être pour le stockage ou pour les plantes qui toléraient l'ombre. Elle planta de la laitue, des radis et des épinards fin septembre, des cultures qui prospéraient dans des conditions fraîches. Pour les sceptiques qui visitaient, et il y en avait quelques-uns, attirés par la curiosité pour les fous habitants de la grotte. Les rangées nettes de verdure poussant en septembre semblaient presque un tour. Ne durera pas après le premier gel, prédit John Morrison, bien que sa voix ait perdu une partie de sa certitude. Mais le gel vint et partit, descendant à 28 degrés dans la forêt dehors, tandis qu'à l'intérieur de la grotte, la température se maintenait à 42. Les plantes frissonnèrent, mais ne gelèrent pas. Mary drapa du tissu sur les lits les nuits les plus froides, créant des serres miniatures qui retenèrent la chaleur. En octobre, elle récoltait des légumes frais pour la salade, tandis que ses voisins mangeaient de leurs celliers. Le vrai test serait l'hiver. Tout le monde le savait. La roue à eau était le chef-d'œuvre de Samuel, la pièce d'ingénierie qui prouverait si sa vision était géniale ou folie. La rivière à l'embouchure de la grotte coulait vite et profonde toute l'année, alimentée par des sources loin en amont qui ne gelaient jamais complètement. Samuel conçut une roue de 18 pieds de diamètre avec des godets qui captaient la force du courant. La mécanique était simple en principe. L'eau qui coule remplit les godets d'un côté, le poids et l'élan font tourner la roue. La puissance se transfère à travers un simple système d'engrenages et d'arbres. Mais chaque détail comptait. L'exécution était tout sauf simple. Il construisit la roue en sections sur le sol de la grotte, ajustant et testant chaque godet, chaque rayon, assurant un équilibre parfait. L'essieu principal était un seul rondin de pain de 16 pouces d'épaisseur, écorcé et assaisonné, et travaillé avec un couteau à tirer jusqu'à ce qu'il soit aussi rond qu'il pouvait le faire. Il le renforça avec des bandes de fer récupérées de vieilles roues de chariot, les chauffant et les façonnant dans une forge qu'il avait construite spécifiquement à cet effet. Chaque godet devait être précisément incliné pour capter un maximum d'eau tout en la libérant proprement. Trop peu profond et il perdrait de la force. Trop profond et il retiendrait l'eau trop longtemps, créant un déséquilibre. Samuel sculpta des gabarits dans des planches minces, testant les angles dans le courant de la rivière avant de s'engager à couper les godets réels. Mary l'aida avec ce test, pataugeant dans l'eau froide pour maintenir les gabarits stables pendant qu'il observait les schémas d'écoulement. Le système d'engrenage présenta ses propres défis. Samuel devait réduire la vitesse de rotation des roues pour les meules. La roue tournait lentement mais avec une force énorme. Alors que le moulin nécessitait une rotation plus rapide, il construisit un train d'engrenage composé utilisant des roues en bois dur avec des dents taillées à la main. Chaque dent façonnée et ajustée avec une patience qui frôlait l'obsession. Les rapports d'engrenage lui prirent 3 essais pour les obtenir correctement. Chaque échec lui enseignant quelque chose sur la distribution de la charge et le transfert de couple. Le montage fut une épreuve de 2 jours. Samuel construisit une plateforme en pierre au bord de la grotte, la positionnant de sorte que la roue capte un courant maximal. Mary actionna une poulie et un palan pendant que Samuel guidait la roue massive en place, tous deux travaillant avec l'intensité concentrée de gens qui savaient qu'une erreur pouvait détruire des mois de travail. Quand la roue s'installa finalement dans ses paliers,
et que Samuel relâcha le frein, elle commença à tourner immédiatement, doucement, puissamment. L'eau fut captée dans les godets. La roue tourna et l'arbre principal commença à tourner avec assez de force pour entraîner des machines. Nous pouvons moudre du grain, dit Samuel, sa voix serrée par l'émotion. Nous pouvons scier du bois. Nous pouvons pomper l'eau jusqu'aux plates-bandes du jardin pour l'irrigation. Mary posa sa main sur son bras, tous deux regardant la roue tourner au soleil d'automne. Nous pouvons survivre. En novembre, quand la neige commença à poudrer les arbres dehors, les mariés avaient emménagé dans leur habitation troglodyte. La cabane était étanche et chaude, les jardins produisaient, et la roue à eau alimentait un petit moulin qui moulait leur maïs et leur blé. Ils creusèrent une cave à légumes dans le sol de la grotte derrière la cabane, où la température constante de 50 degrés était parfaite pour stocker les pommes de terre, les carottes et les navets. Ils invitèrent la communauté à visiter avant l'arrivée de l'hiver, un geste timide envers les gens qui les considéraient comme fous. Morrison vint et Thatcher et la famille Hicks. Ils traversèrent la grotte les yeux écarquillés, touchant les murs de pierre chauds, regardant la roue tourner, goûtant la laitue fraîche que Mary servit avec leur dîner. « Je serai damné », dit Thatcher doucement, examinant le système de cheminée de Samuel. « Ça marche vraiment. Tout. » « Le test, c'est l'hiver, » dit Morrison. Mais sa voix contenait maintenant du respect au lieu du mépris. « Le test, c'est l'hiver, » Samuel acquiesça. L'hiver arriva en décembre avec une fureur que les vieux disaient n'avoir jamais vue. La première tempête laissa tomber 3 pieds de neige en 2 jours. La température plongea à 15 en dessous de zéro et y resta pendant une semaine. Les rivières gelèrent solidement, sauf pour les rapides les plus rapides. Le gibier disparut dans n'importe quel abri qu'il put trouver. Le froid était une présence physique, pressant contre les murs, trouvant les fissures, volant la chaleur et la vie de tout ce qui y était exposé, dans leurs cabanes éparpillées à travers le territoire. Les familles se serraient autour des cheminées, brûlant leur bois d'hiver plus vite qu'elles ne l'avaient prévu, surveillant leurs réserves de nourriture avec une anxiété croissante. Ce n'était pas l'hiver habituel pour lequel elles s'étaient préparées. C'était quelque chose de plus féroce, de plus dangereux. À la grotte, Samuel et Mary regardaient la tempête depuis leur cabane chaude. La neige s'amoncelait haut devant l'embouchure de la grotte, mais le profond surplomb empêchait la plupart de celles-ci d'être soufflées à l'intérieur. La température dans la grotte principale tomba à 42 degrés, froid, mais rien de comparable aux conditions mortelles dehors. Dans leur cabane, le feu brûlait régulièrement et les murs rayonnaient de chaleur emmagasinée. La roue à eau continuait de tourner. La glace se formait sur les bords plus lents de la rivière, mais le courant principal coulait trop vite et trop profond pour geler. La roue gémissait sous les charges de glace qui se formaient sur son côté nord. Mais Samuel l'avait construite solide, et elle continuait de tourner, continuait de moudre le grain, continuait de tirer l'eau. Les jardins de Mary affrontèrent leur premier vrai test. La température dans la grotte tomba assez bas pour qu'elles doivent protéger les plantes plus soigneusement, construisant de petites structures à cadre sur chaque lit et les drapant de tissu et de peau. Elles maintenaient de petits feux de chauffe allumés à des endroits stratégiques, utilisant la circulation naturelle de l'air de la grotte pour distribuer la chaleur. Les plantes poussaient lentement, mais elles produisaient des aliments frais au cœur de l'hiver. La deuxième tempête arriva la veille de Noël. Celle-ci fut pire. Encore 2 pieds de neige et des températures qui tombèrent à 25 en dessous. Le vent hurlait à travers la forêt dehors, brisant les branches, renversant les arbres faibles. À l'intérieur de la grotte, ils pouvaient l'entendre comme un rugissement lointain, mais les murs de pierre les en séparaient en sécurité. Le 3e jour de cette tempête, ils entendirent des voix dehors. Samuel saisit son fusil et alla enquêter, poussant à travers la congère qui s'était formée à l'embouchure de la grotte. 3 silhouettes luttaient vers eux à travers le chaos blanc. John Morrison, sa femme Sarah,
et leur jeune fils Peter courbé presque en deux contre le vent. « Notre cheminée s'est effondrée », cria Morrison par-dessus le vent. « La cabane est pleine de fumée. Nous ne pouvons pas rester là. » Samuel les traîna à l'intérieur dans la chaleur relative de la grotte. Mary rassemblait déjà des couvertures, attisant le feu plus haut. Les Morrison trébuchèrent dans la cabane, du givre recouvrant leurs sourcils et leurs barbes, leurs garçons tremblant de froid. « Combien de temps avant que votre cabane ne soit habitable? » demanda Samuel. Morrison secoua la tête. « Il faut reconstruire la cheminée. On ne peut pas faire ça dans cette tempête. Ça pourrait être une semaine, peut-être plus. »« Vous resterez ici, dit Mary simplement. Nous avons de la place. » Ils l'avaient à peine. La cabane avait été construite pour deux, mais ils s'en arrangèrent. Les Morrison dormirent près du feu tandis que Samuel et Mary prenaient la mezzanine. La nourriture était partagée avec précaution, mais généreusement. Les légumes frais de Mary complétant les provisions séchées des Morrison. Le 5e jour, d'autres vinrent. La famille Thatcher, chassée de sa cabane par un toit effondré. Puis les Cricks, dont la réserve de bois était dangereusement basse. La grotte devint un refuge, abritant 3 familles dans des conditions qui auraient submergé n'importe quelle cabane isolée. Samuel organisa les hommes pour garder la roue à eau libre de glace, pour gérer les feux, pour rationner soigneusement la réserve de bois. Ils travaillaient par équipe, un homme toujours éveillé pour entretenir les feux et surveiller les problèmes. Les propriétés acoustiques uniques de la grotte signifiaient que le son voyageait bien à travers l'espace. Un outil tombant ou le cri d'un enfant pouvait être entendu partout. Ils utilisèrent cela à leur avantage, développant un système de signaux. 2 coups secs signifiaient que le feu avait besoin de bois. 3 signifiaient que la roue à eau avait besoin d'attention. Mary coordonna la cuisine et le soin des enfants, montrant à Sarah Morrison et Anne Thatcher comment entretenir les jardins de la grotte, comment récolter au cœur de l'hiver. Elle établit une routine qui gardait tout le monde occupé et motivé. L'oisiveté engendrait des tensions dans des quartiers exigus. Les femmes cuisinaient, nettoyaient et enseignaient aux enfants à tour de rôle. Mary partagea généreusement ses connaissances. Quelles plantes pouvaient tolérer les nuits les plus froides? Comment lire les signes subtils de stress dans les choses qui poussent? Comment maximiser le rendement d'un espace limité? Les jardins de la grotte devinrent un projet communautaire. Chaque famille se vit attribuer des lits à entretenir, leur donnant à la fois une responsabilité et un enjeu dans le succès du système. Peter Morrison, le fils de 10 ans de Morrison, montra une aptitude inattendue pour le travail. Il apprit à juger l'humidité du sol au toucher, à reconnaître les premiers signes de problèmes de parasites, à éclaircir les semis d'une main douce. Mary le prit comme son apprenti, en quelque sorte, lui enseignant des techniques que sa grand-mère lui avait enseignées, adaptées maintenant à cet environnement unique. Ils établirent des règles pour des quartiers exigus, des heures calmes après la tombée de la nuit, des espaces désignés pour chaque famille, une rotation pour l'utilisation de la table de la cabane. Les désaccords étaient gérés par un conseil de tous les adultes, avec Samuel et Mary agissant comme médiateurs plutôt que comme autorité. C'était un équilibre social délicat rendu plus difficile par le stress de l'hiver sans fin dehors, mais il tint. Les jardins les sauvèrent. Avec 12 personnes à nourrir, leurs provisions stockées n'auraient pas duré, mais les légumes frais cultivés de manière impossible dans l'environnement abrité de la grotte étirèrent leurs ressources. Mary enseigna aux autres femmes comment construire les cadres protecteurs, comment gérer l'humidité et la chaleur, comment tirer la vie du sol quand tout dehors était gelé. Ils moulurent le grain avec la roue à eau, gardant le moulin en marche même dans le pire froid. Ils firent fondre la neige pour l'eau en utilisant la chaleur du feu de la grotte. Ils firent de l'impossible une routine, transformèrent la survie en vie quotidienne. Les tempêtes continuèrent tout au long de janvier. La neige s'amoncela à 8 pieds de profondeur dans la forêt. Les cerfs moururent de faim. Les loups descendirent des hautes terres désespérés et audacieux. La température tomba à 30 en dessous de zéro lors de la pire nuit,
assez froid pour que même la fumée de la cheminée sembla geler et tomber. À travers tout cela, la grotte les retint. La pierre massive absorba et rayonna la chaleur, modéra la température, les protégea du vent mortel. L'ingénierie soignée de Samuel fit ses preuves maintes et maintes fois. La cheminée qui tirait parfaitement même par le pire temps. La roue à eau qui continuait de tourner. La fondation qui les gardait secs et stables. William Thatcher passa des heures à étudier la construction, prenant des notes, posant des questions. « J'ai construit des cabanes pendant 20 ans, dit-il un soir. Jamais pensé à utiliser la terre elle-même comme abri, toujours lutter contre elle. Mais vous, vous avez travaillé avec elle, vous en avez fait votre allié. » « Ce n'était pas mon idée seule, dit Samuel, hochant la tête vers Mary. Elle a vu ce que cela pouvait être. Mary montrait à Anne Hendress comment lire les courants d'air de la grotte, comment positionner les feux de chauffe pour un effet maximum. « Tout est question de comprendre le système, disait-elle. La pierre, l'eau, l'air, ils fonctionnent tous ensemble si vous les laissez faire. » Février apporta une accalmie dans le temps. Les familles retournèrent à leur maison endommagée pour réparer et reconstruire, emportant avec elles des graines du jardin souterrain de Mary et des notes détaillées sur les techniques de construction de Samuel. Morrison engagea Samuel pour le consulter sur la reconstruction de sa cheminée, payant en venaison fumée et en promesse d'aide au printemps. Mais plus important encore, il portait des histoires de légumes frais en janvier, d'une roue à eau qui alimentait un moulin à travers l'hiver le plus froid de mémoire, d'un couple qui avait été appelé fou, mais qui avait construit quelque chose qui avait sauvé des vies. En mars, quand le premier dégel arriva, le domaine troglodyte était célèbre à travers le territoire. Des familles venaient de 50 miles de distance pour le voir, pour en apprendre. Samuel se retrouva à expliquer son design de cheminée encore et encore, esquissant des plans pour d'autres constructeurs potentiels. Mary donna des cours dans son jardin souterrain, montrant aux femmes comment étendre leur saison de croissance en utilisant de simples cadres et une gestion soignée de la chaleur. Le géomètre territorial vint en avril et offrit à Samuel un contrat pour concevoir un abri communautaire basé sur les principes de la grotte, un endroit où les familles pourraient se rassembler pendant le pire temps, où les fournitures pourraient être stockées dans des conditions stables, où les vulnérables pourraient trouver refuge. « Le feras-tu » demanda Mary ce soir-là. Alors qu'ils étaient assis sur le banc dehors de leur cabane, regardant la roue à eau tourner dans le ruissellement de printemps, Samuel regarda la grotte qui les avait abrités, les jardins commençant à s'épanouir avec la chaleur du printemps. La maison qu'ils avaient construite contre tous les conseils et les doutes. « Je pense que nous devons le faire. Nous avons prouvé quelque chose ici, que vous pouvez travailler avec la terre au lieu de contre elle, que la vieille sagesse n'est pas toujours la meilleure sagesse, que parfois les idées folles sont juste des idées que personne n'a encore essayées. Ils voudront connaître le secret, dit Mary. Comment nous savions que cela fonctionnerait? Samuel sourit. Nous ne savions pas, c'était le secret. Nous croyions juste que cela pouvait, et nous étions prêts à faire le travail pour le découvrir. L'été apporta la prospérité. La température stable de la grotte la rendait parfaite pour affiner le fromage et stocker la viande. La constante de 55 degrés s'avéra idéale pour prévenir la détérioration tout en permettant au processus bénéfique de fonctionner. Les producteurs laitiers locaux commencèrent à payer pour stocker leurs meules de fromage dans les sections arrière de la grotte où la température ne variait jamais de plus de quelques degrés. La roue à eau alimentait non seulement leurs moulins, mais aussi une scie qui produisait du bois de sciage à vendre. Et Samuel ajouta un mécanisme de tour qui lui permettait de tourner des fuseaux et des poteaux avec une précision mécanique. Les jardins de Mary produisaient toute l'année maintenant qu'elle comprenait les principes, fournissant des légumes frais qui commandaient des prix élevés au marché. Elle commença à vendre des graines et des semis, enseignant aux autres ses techniques, construisant une petite mais stable entreprise grâce à ses connaissances botaniques. La législature territoriale prit note. «
En août, ils envoyèrent une délégation pour étudier le domaine, pour documenter ses méthodes, pour comprendre comment un couple avait traversé un hiver qui avait tué du bétail et ruiné des familles à travers le territoire. Mais plus que le succès matériel, c'était le changement dans la façon dont les gens les voyaient. Les mariés n'étaient plus folles. Ils étaient des innovateurs, des pionniers dans une nouvelle façon de penser l'abri et la survie. Quand de jeunes couples vinrent dans le territoire à la recherche de terre, le domaine troglodyte de Samuel et Mary était sur la liste des endroits à visiter, à apprendre, à comprendre. Ils avaient prouvé que le meilleur genre de courage n'était pas celui qui affrontait le danger avec une pure obstination. C'était le courage de voir des possibilités là où d'autres voyaient de la folie, de travailler avec soin et réflexion vers une vision que d'autres ne pouvaient pas encore imaginer, de persister non parfois aveugle, mais par une compréhension profonde des systèmes et des principes et l'application patiente du savoir. La grotte était là depuis des milliers d'années, un simple fait de géologie. Mais il fallut Mary et Samuel Bridger pour la voir non pas comme un trou dans le sol, mais comme une maison, non pas comme un obstacle à surmonter, mais comme une ressource à embrasser. Ils avaient construit leur domaine non pas en combattant l'hiver, mais en le comprenant, non pas en essayant de recréer ce qui fonctionnait dans des climats plus faciles, mais en s'adaptant à la réalité de l'endroit où ils vivaient. Alors que les saisons tournaient et que leur première année complète dans le domaine troglodyte tirait à sa fin, Samuel se tenait à l'embouchure de la grotte un soir, regardant les couleurs d'automne commencer à ramper sur les collines. Derrière lui, Mary vérifiait ses plantations d'automne, se préparant pour un autre hiver. La roue à eau tournait régulièrement, moulant le grain apporté par des voisins qui payaient maintenant pour le service. La cabane brillait de la lumière du feu, chaude et accueillante. John Morrison lui avait demandé une fois s'il avait eu peur, prenant un tel risque avec une idée non prouvée. Samuel y avait réfléchi attentivement avant de répondre. Peur d'échouer, oui, il avait dit, mais plus peur de ne jamais essayer, de jouer la sécurité et de tout perdre quand le mauvais hiver viendrait. Au moins de cette façon. Si nous échouions, nous aurions échoué en essayant quelque chose de nouveau, quelque chose qui aurait pu tout changer. Ils n'avaient pas échoué. Ils avaient réussi au-delà même de leurs propres espérances. Et ce faisant, ils avaient montré à tout un territoire de gens de la frontière têtus et autonomes que parfois la réponse n'était pas de construire des murs plus solides contre la nature, mais de trouver des moyens de faire de la nature elle-même votre abri. L'idée avait été ingénieuse, mais l'exécution, cela avait été l'amour, le partenariat, l'habileté et la persévérance patiente. Les connaissances botaniques de Mary combinées à l'ingénierie de Samuel, son œil pour les systèmes travaillant avec la précision de son artisan. Deux personnes travaillant comme une vers une vision qu'ils avaient construite ensemble. Alors que l'hiver approchait à nouveau, Samuel Bridger regarda ce qu'ils avaient créé et ressentit non pas de la fierté exactement, mais de la satisfaction. Ils avaient construit quelque chose qui durerait, quelque chose qui les garderait en sécurité, quelque chose qui avait déjà sauvé des vies et en sauverait d'autres dans les hivers à venir. La grotte à la courbe de la rivière avait toujours été là, attendant. Il a juste fallu les bonnes personnes au bon moment avec la bonne idée pour débloquer ce qu'elle pouvait être. Et maintenant, regardant les premiers flocons de neige d'une nouvelle saison tomber devant l'embouchure de la grotte, sachant qu'à l'intérieur ils étaient au chaud et en sécurité, et prêts pour tout ce qui viendrait. Samuel comprit que c'était ce que signifiait vraiment la maison. Non seulement un abri contre la tempête, mais un lieu construit avec soin et ingéniosité, où deux personnes pouvaient faire une vie ensemble contre toute attente. La roue à eau tournait, le feu brûlait, le jardin grandissait, et la grotte les retenait tous, de pierre et solide et éternelle, exactement comme elle l'avait toujours été.